Donc voilà, je reprends la suite de cette explication avec le jeu de théâtre dans le théâtre qui se poursuit dans le paragraphe suivant. Donc c'est à partir de la ligne 14, le vieil amant parut prendre plaisir, etc. On a ici une parole à double sens involontaire de GM, puisque il va exprimer que il va donner à Desgrieux le conseil d'être sur ses gardes à Paris, où les jeunes gens se laissent aller facilement à la débauche. Or, il ignore complètement que Desgrieux est déjà dans cette débauche, qu'il n'a plus besoin d'être mis en garde, et que GM lui-même est une incarnation de cette débauche, et donc il est le plus mal placé, si on peut dire, pour avertir Desgrieux, Lescaut et Manon de se méfier de la débauche ici. Donc c'est une phrase à double sens involontaire qui va encore une fois ridiculiser davantage GM en le faisant passer pour un homme trop bête pour comprendre qu'on se moque de lui. C'est ce qui va être développé dans l'ensemble de ce paragraphe. De la même façon, la réponse de Lescaut, ligne 16 et 17, prend une saveur particulière parce qu'elle est à moitié vraie, puisqu'effectivement, Desgrieux avait bel et bien l'intention de devenir prêtre, et c'est pour ça qu'il est revenu à Paris, mais ça n'empêche pas qu'il soit en même temps un véritable débauché. Donc il y a ici une phrase ambiguë, puisque Desgrieux peut présenter patte blanche, si on peut dire, dans la mesure où il fait des études ecclésiastiques, il en a fait, mais il n'empêche qu'il est sur le point d'escroquer GM ici. Donc tout est corrompu. On a encore une fois cette insistance de Prévost pour montrer l'image d'une société radicalement corrompue. Les lignes 17 à 20, elles font intervenir Desgrieux et elles vont jouer sur un autre sujet, c'est-à-dire les rapports de Manon et de Desgrieux. Tout part d'une observation de GM qui trouve que les deux jeunes gens sont très ressemblants, ce qui serait pas surprenant dans le contexte puisqu'ils sont censés être frères et sœurs, mais Desgrieux va embrayer, va en profiter pour jouer sur l'ambiguïté de cette relation, notamment lorsqu'il explique que nos deux chairs se touchent de bien proche. Pour GM, ça veut dire qu'ils sont frères de sang, naturellement, ils ont une grande proximité génétique, même si le terme n'existe pas à l'époque, puisqu'ils sont de la même famille. Mais pour Desgrieux, bien sûr, cette phrase suggère qu'ils sont amants et que son amour pour Manon est d'une très forte intensité, comparable de ce point de vue-là à celui d'un frère pour sa sœur, même si bien sûr il se charge d'une autre connotation pleine de désir. Mais en tout cas, encore une forme de parole à double sens qui permet au personnage de se moquer de GM. Donc, dans les lignes 21 à 22, on a le même jeu de parole à double sens où il va ridiculiser encore GM, puisque lorsqu'il évoque des plus sots que lui, à la ligne 22, il est évident qu'il fait allusion à GM ici, et il lui fait comprendre, donc, sans que GM puisse le comprendre compte tenu du contexte, eh bien, que Desgrieux va se moquer de lui, que Desgrieux entend bien l'exploiter. Donc ce second mouvement offre le plaisir particulier d'une scène de théâtre dans le théâtre, les personnages ayant des informations que n'a pas GM, et le lecteur ayant ces informations également peut partager le plaisir de Manon, Desgrieux et GM, qui se moquent de ce vieux GM. J'ai dû dire GM, mais c'est Lescaut, enfin vous corrigerez. Et voilà, donc on a tout ce second mouvement qui offre ce divertissement au lecteur et offre une variété dans les plaisirs du romanesque offerts par Manon, puisque ici on a un plaisir qui est plutôt dérivé du théâtre. Le troisième mouvement, donc le souper, qui correspond simplement au dernier paragraphe, revient au récit sans nouveau dialogue. Néanmoins, le théâtre poursuit encore, puisque s'il n'y a pas de dialogue rapporté dans le texte, il y a quand même des dialogues entre les personnages dans la scène qui nous est racontée. Mais ces paroles ne nous sont pas rapportées exactement. On a ici ce qu'on appelle du discours narrativisé, c'est-à-dire que Desgrieux va résumer le contenu de la conversation sans la rapporter exactement. Par exemple, la ligne 24, toute notre conversation fait à peu près du même goût pendant le souper, ou encore ligne 25-26, où il va simplement faire un résumé du contenu de ses propos tenus à GM. Donc ici, on voit la variété dont utilise Prévost pour intégrer cette scène de théâtre dans son roman. Discours indirect, discours direct, puis discours narrativisé. En tout cas, ce recours à la narration permet de faire basculer l'intérêt du texte du comique de situation qui est mis en place par la mascarade mise en place par Lescaut, Desgrieux et Manon, aux personnages eux-mêmes. On va approfondir la psychologie des personnages en voyant comment est-ce qu'ils se positionnent dans cette scène. Tout d'abord, en ce qui concerne Manon, on apprend d'elle qu'elle est badine et qu'elle est à deux doigts de tout gâter en éclatant de rire pendant la scène, ce qui nous renvoie une fois de plus l'image qu'on a déjà eue de Manon, c'est-à-dire l'image d'une jeune femme écervelée, un peu superficielle et qui ne pense finalement qu'au plaisir, qu'à s'amuser, et complètement inconsciente de la gravité de ce qui se passe, complètement innocente, par bêtise, par naïveté, on ne sait pas, mais en tout cas, tant qu'elle peut s'amuser, ça va, il faut qu'elle rie tout le temps, quoi.
Quant à Desgrieux, lui, il révèle un caractère très audacieux, puisqu'on voit qu'il poursuit le jeu jusqu'à faire peur à Manon et Lescaut lui-même, qui est pourtant sans doute pas quelqu'un facile à effrayer. Puisqu'on apprend qu'il raconte à GM sa propre histoire et qu'il fait son portrait au naturel. Donc on voit Desgrieux qui aime jouer avec le risque, qui aime flirter avec les limites ici, au point justement d'effrayer ses compagnons. En tout cas, il est ici assez loin de l'image du jeune homme respectable, vertueux, noble, honnête, etc., qu'il essaye de renvoyer à longueur de temps. On a plutôt ici l'image d'un jeune homme qui s'amuse, qui adopte des conduites à risque, si on peut dire, limite, et qui va vraiment provoquer, qui a l'air d'être assez aguerri, en tout cas lui aussi, dans cette décadence, dans cette délinquance. Donc l'image d'un fripon avec beaucoup de sang-froid, en fait, hein, et puis qui n'a pas vraiment besoin d'être poussé pour se livrer à des comportements de vaurien. Et ce dernier mouvement permet également de confirmer que le récit de cette scène a pour but avant tout de noircir GM, puisque c'est lui qui apparaît comme un coupable. On retrouve ici une technique habituelle de Desgrieux qui va charger les autres plutôt que d'assumer ses propres responsabilités, puisque justement, il déclare à son propos que l'amour-propre l'empêche de se reconnaître dans le portrait que Desgrieux fait de lui. Donc finalement, il accuse GM d'être imbu de lui-même, de déborder d'amour-propre, ce qui correspond un petit peu à l'image qui avait été donnée de lui au début du texte, hein, un homme qui achète Manon, qui se permet de faire des compliments, qui va juger les autres, qui se présente, ou du moins qui est prêt à croire qu'il peut être un modèle. Donc vraiment l'image d'un homme imbu de sa supériorité, de son aristocratie, de sa naissance, qui se pose aucune question sur lui-même, aucune capacité à se remettre en doute, et qui donc se rend pas compte qu'on se moque de lui. Donc Desgrieux se donne ainsi le rôle, une sorte de redresseur de tort qui donne une leçon de morale pour punir un vieux débauché vaniteux, alors qu'en fait ce sont quand même eux qui sont sur le point de l'escroquer. Donc comme toujours, Desgrieux montre son habileté à inverser les choses pour présenter les autres comme plus coupables que lui. Et enfin, donc, le récit de cette scène se conclut par une phrase par laquelle Desgrieux revient à la situation de communication initiale, quand il nous dit « Vous verrez que ce n'est pas sans raison que je me suis étendu sur cette ridicule scène ». Donc ici, on se projette dans le futur avec l'évocation, donc vous verrez, bien évidemment, et de façon à stimuler la curiosité du lecteur qui va avoir envie de savoir, bien sûr, quelles vont être les conséquences de cette scène. Donc c'est une technique romanesque, narrative de Prévost pour lancer l'intérêt pour ces personnages, mais c'est également une façon pour Desgrieux de se présenter comme étant plein de regrets, plein d'amertume, puisque cette scène, il l'appelle ridicule. On voit qu'avec le recul, il porte un jugement négatif à son propos, et également négative dans le sens où on voit bien que justement, puisqu'il annonce à Renoncourt que cette scène aura des conséquences dramatiques, qu'il regrette cet événement. Voilà, donc si on fait une conclusion générale sur ce texte, la diversité des plaisirs du romanesque offerts par Manon Lescaut, mais ici elle apparaît par la transposition d'une scène de théâtre, de comédie à l'intérieur du roman. Donc là, il incorpore véritablement le théâtre à son récit, mais en même temps, il n'abandonne pas complètement la narration, bien au contraire. Hein. Le dernier paragraphe, notamment, permet d'approfondir la personnalité des personnages, et l'ensemble permet de montrer justement la variété du récit et toute la richesse qui est permise par son ambiguïté énonciative telle qu'elle se retrouve dans la dernière phrase. Donc voilà pour cette explication qui a dépassé le temps que j'avais prévu, mais voilà, vous ferez la synthèse. Bon courage en tout cas à tous pour la suite.